C'est un grand honneur pour moi de partager avec vous les principaux axes de la loi de finances pour l'année 2021. Vous venez, Monsieur le Président, de parler de l'année 2020. Et comme vous le savez, donc, nous venons de la quitter. Et c'était une année incontestablement inédite. Pourquoi inédite? Car il y a tout juste un an, personne parmi nous n'aurait imaginé qu'on allait se familiariser avec des expressions du genre confinement, gestes barrières, distanciation sociale, gel hydroalcoolique, etc. Mais surtout, on n'imaginait pas qu'un virus infiniment minuscule allait totalement bouleverser nos vies, non seulement en tant qu'individus, mais aussi celles des entreprises que vous représentez. Les mesures drastiques adoptées dans le but d'endiguer la propagation du virus et d'atténuer les pressions sur les systèmes sanitaires ont eu de très graves conséquences sur notre économie. Les finances des entreprises, notamment les micro, petites et moyennes entreprises, sont mises à rude épreuve. Certains secteurs ont subi et subissent encore de plein fouet les conséquences de cette crise mondiale. Lors de la première phase de la crise économique, souvenez-vous, les efforts ont été intégralement consacrés au soutien des entreprises, au maintien des emplois, dans toute la mesure du possible, bien entendu, et à la protection du pouvoir d'achat des ménages. Puis une deuxième phase de la crise est marquée par des mesures supplémentaires de soutien au secteur qui demeurent fortement touchés par la crise et la relance des secteurs qui montraient des signes de reprise. En tout cas, nous espérons que la troisième phase sera celle du retour à la croissance normale, lorsque le Maroc aura retrouvé pleinement son dynamisme économique. En tout cas, ce que je voudrais souligner, c'est que le ministère de l'économie et des finances en général et la DG en particulier n'ont ménagé aucun effort pour jouer leur rôle qui leur est assigné, le rôle d'accompagnateur et de véritable partenaire au cours de ces moments difficiles vécus par les opérateurs économiques. En dépit de ces crises, nous avons achevé l'année 2020 sur de très bonnes performances. Nous avons largement dépassé les objectifs de la loi de finances rectificative et nous nous en félicitons. Je dis bien nous nous en félicitons, car j'ose espérer que nous sommes en train de récolter les premiers fruits de la consolidation de la confiance. Rappelez-vous que lors de notre rencontre au début de l'année 2020, nous nous sommes engagés réciproquement à renforcer les relations entre administration et entreprise. Et je voudrais à cet effet saluer les efforts accomplis par la CGEM et rendre un vibrant hommage aux présidents des différentes fédérations ainsi qu'aux experts qui les ont accompagnés pour leur engagement et leur forte implication dans la mise en œuvre des mesures dérogatoires relatives aux déclarations rectificatives et à la régularisation spontanée de la situation fiscale. C'était aussi une opportunité pour la DGI, la Direction générale des impôts, de démontrer sa mobilisation et sa disposition inconditionnelle à assister les entreprises, et ça s'est passé même le 15 décembre à minuit. Maintenant, l'année 2020 est derrière nous, avec son bilan très mitigé. Mais c'est plutôt l'année 2021 qui nous interpelle davantage et mérite de notre part une mobilisation particulièrement attentive. En effet, c'est maintenant que se joue notre capacité conjointe à dépasser les retombées de la crise. Il est donc de notre devoir de nous rapprocher réciproquement, de tenir ensemble les engagements pris lors des assises fiscales et d'adopter avec l'aide d'autres partenaires, notamment les experts et conseillers, une démarche consensuelle fondée sur la concertation et la collaboration étroite. Mesdames et messieurs,
la loi de finances 2021 a apporté diverses mesures fiscales dont je vous livre ci-après sommairement la lecture synthétique. D'abord, il faut rappeler que dans chaque loi de finances, il y a des mesures qui s'inscrivent dans la mise en œuvre des recommandations des assises fiscales. Ainsi, il est important d'en rappeler celles ayant inspiré certaines dispositions introduites dans cette loi de finances. Je citerai, à titre d'exemple, la conformité avec les règles de bonne gouvernance en matière de fiscalité internationale, conformément aux accords et conventions signés à cet effet, l'intégration du secteur informel, l'atténuation du coût fiscal des opérations de restructuration du tissu économique, incitation fiscale à l'épargne, amélioration des régimes d'imposition des petits contribuables, l'institution des mesures à caractère social, notamment dans le domaine sanitaire et de l'habitation principale, et l'allègement fiscal en faveur des activités culturelles et sportives, et je souligne bien entendu ici le secteur du sport. Voilà, si vous voulez, donc un certain nombre de recommandations des assises qui ont inspiré un certain nombre de dispositions introduites dans la loi de finances 2021. Alors, je commencerai par le maintien de l'effort d'atténuation de certains impôts et taxes pour favoriser la relance de certains secteurs en difficulté à travers des mesures fiscales temporaires. Il s'agit là principalement de la prorogation des délais d'application du dispositif d'encouragement des opérations d'acquisition des biens immeubles destinés à l'habitation. Et vous savez ô combien cette mesure qui a été introduite dans un premier temps au niveau de la loi de finances rectificative, qui ont été les retombées sur ce secteur, puisque nous avons constaté vers la fin de l'année 2020 une dynamique exceptionnelle concernant les ventes immobilières. Alors, je rappelle ici que le législateur a donné également la possibilité aux personnes intéressées de pouvoir également acheter des terrains nus lorsqu'il s'agit de les affecter à la construction des locaux à usage d'habitation principale. Il y a également, dans le même contexte, l'application d'une période transitoire des abattements forfaitaires exceptionnels aux salariés versés aux professionnels du sport. Il s'agit d'une mesure d'accompagnement de la réforme du secteur sportif dont bénéficient les entraîneurs, les éducateurs et l'équipe technique qui doivent absolument être titulaires d'un contrat sportif professionnel. Dans ce même contexte, on trouve dans cette loi de finances des allègements fiscaux. Il est opportun à cet effet de signaler que les entreprises relevant du secteur industriel continueront à l'avenir à bénéficier des baisses d'impôts. Je vous rappelle que nous avons baissé le taux de l'IS de 31 à 28% au titre de la loi de finances 2020. Nous n'avons pas continué cette baisse au niveau de la loi de finances 2020 pour les raisons que vous connaissez, mais cela ne veut pas dire que ce processus va s'estomper. Il sera bien entendu repris probablement à partir de la loi de finances 2022. Donc, je disais que le secteur industriel continuera à l'avenir à bénéficier des baisses d'impôts, puisque conformément aux recommandations des assises, il est envisagé la diminution du taux d'impôt sur les sociétés jusqu'à un certain seuil, assurant à l'entreprise marocaine une compétitivité optimale. Le Maroc est lié par des engagements internationaux et j'espère que depuis les assises fiscales, vous avez commencé un peu à comprendre les enjeux. Et à cet égard, le Maroc a pris des engagements en matière de bonne gouvernance à des fins fiscales portant sur la conformité avec les normes internationales. Et c'est dans ce cadre qu'interviennent les mesures relatives à la mise en conformité du régime fiscal de la place financière de Casablanca. Ces mesures visent, premièrement, à préciser les entreprises financières exclues du régime
fiscales, en l'occurrence les établissements de crédit, les entreprises d'assurance et de réassurance et les sociétés de courtage en assurance et en réassurance, ayant bien entendu cette qualité conformément à la législation en vigueur. Et puis, dans le même sillage, une mesure qui vise à mettre fin à la dualité des régimes en limitant la durée d'application de l'ancien régime à fin 2022. Ainsi, l'ancien régime fiscal de CFC qui prévoyait notamment l'application du taux réduit de 8,75% au chiffre d'affaires réalisé à l'export de services demeure applicable aux sociétés concernées au titre des exercices clos au plus tard le 31/12/2022. Concernant l'encouragement du financement de l'entreprise, il a été acté à travers des mesures atténuant le coût fiscal de certaines opérations, à savoir l'amélioration du régime fiscal applicable aux obligations et reconnaissance des dettes. Il s'agit en particulier de souligner ici le fait que cette loi de finances a consacré le non-assujettissement des avances en compte courant au droit d'enregistrement. Et également la réduction des droits d'enregistrement applicables en cas d'augmentation de capital, Monsieur le Président l'a rappelé tout à l'heure, aux sociétés par rapport en nature. Ces droits qui étaient de 1% sont désormais applicables à 0,5%. Il était question également, lors des assises fiscales, de trouver de temps en temps, au niveau des lois de finances qui ont suivi les assises, des mesures en faveur de la mobilisation de l'épargne. Alors, la loi de finances 2021 a introduit quelques mesures favorables aux nouveaux véhicules collectifs d'investissement dans l'immobilier, et ce, à travers l'extension de l'éligibilité du régime fiscal des OPCI à la location des immeubles construits à usage d'habitation. Et je rappelle que la loi 70-14 relative aux OPCI permet l'investissement dans le résidentiel, mais le bénéfice des exonérations prévues par le Code général des impôts au profit de ces organismes était limité à la location des immeubles construits à usage professionnel. Désormais, l'équivoque est levé. Il y a également la prorogation jusqu'au 31 décembre 2022 du délai d'application de la mesure transitoire prévoyant des avantages fiscaux pour l'encouragement des opérations d'apport d'immeubles aux OPCI. Je rappelle également à cet égard que, par dérogation aux règles du droit commun et sous réserve du respect de certaines conditions, les personnes concernées qui procèdent à l'apport de biens immeubles inscrits à leur actif immobilisé à un OPCI ne sont pas imposées sur la plus-value nette réalisée à la suite du apport lorsqu'il est effectué entre le 1er janvier 2021 et le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022. Nous devons également citer, dans le cadre des mesures favorables à l'épargne, l'exonération des intérêts versés pour la première fois à partir du 1er janvier 2021 aux personnes physiques au titre des emprunts émis par le Trésor. La restructuration du domaine d'intervention de l'État entrepreneur a eu également sa part dans cette loi de finances, car il s'inscrit, comme vous le savez, dans les orientations royales visant l'amélioration de la bonne gouvernance des établissements et entreprises publiques. Pour ce faire, des mesures ont été prises pour assurer la non-imposition des produits, des cessions, des participations des établissements et entreprises publiques et de leurs filiales réalisées dans le cadre des opérations de transfert d'entreprises publiques au secteur privé. Deuxièmement, l'institution de la neutralité fiscale pour les opérations de restructuration des établissements et entreprises publiques. Et enfin, la neutralité fiscale des opérations de transfert se rapportant aux installations des énergies renouvelables réalisées dans le cadre de la loi numéro 38/16. Par ailleurs, et dans le cadre de la promotion de l'emploi des jeunes et de la réinsertion professionnelle, des mesures ont été prises en faveur du maintien de l'emploi et de l'embauche. Ainsi, nous citons les deux mesures phares que vous connaissez, une exonération des salaires versés au titre des premières embauches des jeunes
et également une exonération des salaires versés aux salariés ayant perdu de manière involontaire leurs emplois à cause des répercussions de la propagation de la pandémie du coronavirus. Nous partageons tous un objectif qui nous tient beaucoup à cœur. Il s'agit de l'élargissement de l'assiette. Parfois, ça doit se faire par des mesures législatives et parfois, bien entendu, ça doit se faire également par des mesures d'ordre opérationnel. Sur le plan législatif, je citerai la suppression de l'exonération sans droit de déduction des méthodes de récupération. Et je dois tout de suite souligner que la DGI est consciente qu'il s'agit d'un vrai sujet en matière de civisme fiscal. Sur le plan opérationnel, l'administration fiscale prendra toutes les mesures nécessaires pour lutter contre les pratiques de non-conformité. Il y a également la prorogation de la durée d'application des mesures d'encouragement en faveur des contribuables qui exercent des activités dans le secteur informel. Je dois rappeler à cet égard qu'il s'agit des contribuables, personnes physiques, exerçant une activité passive de l'impôt sur le revenu qui s'identifient pour la première fois auprès de l'administration fiscale en s'inscrivant au rôle de la taxe professionnelle à partir du 1er janvier 2021, ils ne seront imposables que sur la base des revenus acquis et des opérations réalisées à partir de la date de leur identification. Et j'aimerais, bien entendu, maintenant que nous sommes ici au siège de la CGM, travailler et œuvrer ensemble. Parce que, comme vous le savez, cette mesure, nous l'avons introduite, ça remonte quand même à 7 ans. Si je me rappelle bien, c'était soit 2013, soit 2014. Et on s'attendait à ce qu'il y ait des résultats probants. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Nous l'avons introduite l'année dernière. Malheureusement, les gens n'étaient pas au rendez-vous. Et à chaque fois qu'on va au Parlement, les gens nous demandent de proroger encore cette mesure. Et nous espérons que cette fois-ci, ça va nous permettre d'aboutir à des résultats. Tout le monde aujourd'hui veut qu'on lutte contre l'informel. Tout le monde veut aujourd'hui qu'on protège surtout les entreprises citoyennes, les entreprises qui opèrent dans le secteur structuré. Mais on le sait tous, nous devons trouver des solutions. Vous, nous, tous ensemble, on doit œuvrer pour qu'on puisse sortir, bien entendu, notamment les entreprises qui ont pignon sur rue et qui continuent, dans l'impunité totale, à travailler toujours dans le secteur informel. Alors vous demandez à quelqu'un de venir s'identifier pour la première fois et vous lui dites de passer faisant table rase. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on pourrait offrir de plus. Et on sait pertinemment que les entreprises qui sont sous forme de société et qui réalisent jusqu'à 300 000 dirhams de bénéfices, ils sont imposables à 10%. Alors que peut-on faire? Exonérer? Je ne sais pas. Il faut vraiment qu'on puisse trouver des solutions pour ce phénomène d'entreprises aujourd'hui qui continuent à livrer une concurrence déloyale à celles qui opèrent dans la transparence. Et toujours dans le même contexte de la transparence, il y a un sujet également important qui nous interpelle tous et qui a, bien entendu, une relation avec la concurrence loyale et la conformité fiscale. Il constitue, à l'occasion de chaque loi de finances, un sujet qui revêt un intérêt particulier dans le cadre de l'incitation à l'amélioration du civisme fiscal. Quel est donc l'apport de cette loi de finances à cet égard? À titre de rappel, je dois souligner que les droits et les garanties des contribuables ont été renforcés par l'institution légale, rappelez-vous, de l'échange oral et contradictoire, ainsi que la refonte du dispositif de contrôle de l'ensemble de la situation fiscale. Nous invitons la CGM ainsi que les autres partenaires prenantes à nous engager ensemble dans une démarche d'évaluation de la mise en œuvre de ces mesures afin d'identifier les carences et d'apporter les corrections nécessaires,
tant sur le plan opérationnel que sur le plan législatif, le cas échéant. Je dis ça parce que je comprends parfaitement, je l'ai dit la dernière fois, qu'un patron d'une entreprise, il doit absolument vaquer au business. Il n'a pas de temps à perdre dans les couloirs de l'administration ni dans les couloirs des instances d'arbitrage. Faisons en sorte à ce que, justement, cet investisseur, j'allais dire, qu'il soit petit ou grand, à ce qu'il soit dans une situation de confort qui lui permet de continuer encore et encore à investir pour créer de la richesse et de l'emploi. Cet effet, du côté de l'administration fiscale, la direction du contrôle va veiller sur le déroulement des contrôles dans le respect des dispositions légales et de la philosophie de l'échange oral et contradictoire. Nous nous engageons encore une fois de plus pour dire que nous voulons un changement concret et non d'apparence. Ce débat n'est pas une simple rencontre ordinaire, c'est une étape décisive au cours de laquelle le contribuable doit être bien écouté et ses arguments bien analysés par toute l'équipe formant partie prenante dans le dossier de contrôle. Mais là encore, nous avons besoin d'éléments et de remontées d'informations de la part de nos partenaires pour améliorer les conditions d'application de ces mesures. Mais pour chaque chose, il y a un corollaire. Et le respect des obligations et des droits du contribuable par l'administration a justement pour corollaire l'adhésion à l'impôt. En effet, je n'apporte rien de nouveau si je vous dis que la fraude fiscale porte atteinte au principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques et à celui de la libre concurrence. Il cause un préjudice grave à la société dans son ensemble. Et si jusqu'à présent, les sanctions administratives ont constitué le plus souvent une réponse adaptée, en revanche, le caractère gravissime de certains agissements justifie, le cas échéant, une réponse de nature pénale, laquelle constitue dans de tels cas une réponse proportionnée à l'atteinte du pacte social. Vous avez certainement entendu quand j'ai dit le cas échéant. Ben, j'insiste encore une fois pour dire le cas échéant. Pourquoi? Parce que le cas échéant, une réponse de nature pénale, je voudrais sciemment mettre en évidence le fait que la refonte du dispositif des sanctions pénales prévues par les dispositions combinées des articles 146, 192 et 231, je voudrais dire ici, au siège de la SUGEM, que ce n'est pas une fin en soi. C'est pourquoi je n'insiste pas trop sur cette mesure, car la finalité que nous recherchons à la DGI, c'est de privilégier la démarche préventive et que nous partageons avec vous cette démarche, à travers un instrument de dissuasion, et on ne cherche pas la démarche punitive. Je saisis cette occasion pour rappeler que le phénomène, Monsieur le ministre des Finances, qui était donc votre invité la dernière fois, l'a dit, moi je le rappelle, ce phénomène, il a atteint de factures fictives, a atteint des ampleurs qui bafouent toutes les valeurs que nous partageons ensemble. La sincérité, la bonne gouvernance fiscale, la concurrence loyale, la compétitivité, et j'en passe. Toutes ces valeurs sont bafouées aujourd'hui à cause de ces agissements. À cet égard, nous devons barrer la route aux tenants d'une optique étriquée qui font valoir des amalgames. Il y a toute une différence entre une facture portant sur une facture portant sur une pièce non déclarée par une entreprise qui exerce réellement une activité et que constitue donc une minoration de chiffre d'affaires, et une opération fictive établie au nom d'une entreprise qui n'exerce aucune activité réelle et de surcroît défaillante en matière des obligations déclaratives et de paiement. L'administration fiscale est désormais bien outillée pour en apporter la preuve. Pour clore ce chapitre sur la conformité fiscale, il est opportun d'évoquer la mesure relative à la dispense des entreprises qui communiquent l'état des ventes par client
prévues par les articles 20, premièrement, et 82, premièrement, du Code général des impôts, de l'obligation prévue par l'article 145, cinquièmement, du Code, qui incombe aux entreprises qui pratiquent la vente en tournée. Concernant la culture des dons et de solidarité, elle est concernée par deux mesures fiscales, à savoir la déductibilité des dons en argent et en nature octroyées aux associations reconnues d'utilité publique œuvrant dans un but environnemental et l'institution d'une contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et les revenus au titre de l'exercice 2021. Les contribuables de faibles revenus ne sont pas en reste dans cette loi de finances et ils sont concernés par des mesures importantes relatives à la simplification du régime fiscal et ou l'intégration d'une contribution destinée à la contribution sociale. Deux mesures sont prises à cet effet. L'institution de la contribution professionnelle unique, communément appelée CPU, pour les personnes physiques soumises à l'IR selon le régime forfaitaire. La CPU comprend en plus de l'impôt sur le revenu et des taxes dues au titre de l'exercice d'une activité professionnelle, un droit complémentaire qui sera destiné à la couverture médicale des contribuables concernés. Les modalités d'application du régime de la CPU sont commentées dans un guide pratique qui a été publié sur le site internet de la DGI sous l'intitulé « Guide pratique relatif à l'application du régime de la contribution professionnelle unique ». Et puis, je citerai également l'institution des droits complémentaires destinés à la couverture médicale des auto-entrepreneurs. On ne peut pas négliger, en parlant des mesures de la loi de finances 2021, la mesure importante relative à l'adaptation du régime fiscal applicable notamment au secteur avicole. Il s'agit de l'intégration des revenus provenant de l'élevage, de volailles et des équins dans la catégorie des revenus agricoles. À cet effet, nous avons tenu à préciser dans la note circulaire que le cycle de production de volailles diffère de celui des autres animaux, cités à l'article 46, par le fait que ce cycle comporte la phase intermédiaire de la pendaison, l'incubation et l'éclosion de poussins dont la technique de couvaison est réalisée par des couvoirs. Enfin, la loi de finances 2021 prévoit des mesures relatives à la mise à jour de certaines règles procédurales régissant les prix de transfert en conformité avec les normes internationales. Et à cet effet, nous trouvons premièrement la suspension de la durée de vérification et interruption de la prescription en cas d'envoi d'une demande de renseignement auprès des administrations fiscales étrangères. On a également l'amélioration du dispositif des prix de transfert en conformité avec les normes internationales. Il s'agit de la limitation du champ d'application de l'obligation de présentation de la documentation des prix de transfert uniquement aux grandes entreprises. Je rappelle que l'obligation de mettre à la disposition de l'administration fiscale la documentation permettant de justifier la politique de prix de transfert s'appliquait à toutes les entreprises ayant des liens de dépendance directe ou indirecte avec des entreprises situées hors du Maroc, sans restriction de leur taille et de la nature de leurs transactions. Désormais, nous avons fixé le seuil de 50 millions de dirhams pour définir ce qu'on entend par grande entreprise. Et puis, nous avons également l'institution d'une sanction pour défaut de production de la documentation de pré-transfert. Et enfin, concernant la conformité avec les normes internationales, nous avons également la clarification des dispositions relatives aux demandes de consultation fiscale préalable pour préciser que ces demandes ne visent que les opérations effectuées au Maroc, parce que nous avons été destinataires de l'OCDE de produire toutes les réponses que nous donnons aux entreprises marocaines lorsque nous sommes interrogés sur l'application d'une disposition fiscale. Mais ce qui n'a pas été peut-être bien perçu de la part de l'OCDE, c'est que lorsqu'on parle de la consultation fiscale préalable,
on entend bien entendu une position doctrinale qui est accordée par la DGI en faveur d'une entreprise marocaine. Donc, ce que l'OCDE réclame et exige, c'est de partager avec lui les réponses que nous donnons lorsqu'il s'agit de se pencher sur une question internationale. C'est ça l'intérêt donc de cette clarification, c'est pour dire que lorsqu'il s'agit d'une position doctrinale qui concerne une relation, une opération qui est entreprise à l'intérieur du Maroc, il n'est pas bien entendu à partager avec l'OCDE. Mesdames et messieurs, nous venons de clore le chapitre des amnisties. Nous espérons qu'ils ont servi à injecter une bonne dose de confiance pour que les entreprises améliorent à l'avenir leur conformité fiscale. Le temps est venu pour bannir de l'esprit des contribuables cet inéluctable sentiment d'être attendu au tournant et pour faire disparaître également des pratiques de l'administration la ligne de conduite qui laisse d'entrée de jeu planer le doute sur la bonne foi du contribuable. Trouvons le meilleur équilibre dans notre relation. Nous comprenons l'intérêt pour l'entreprise d'évoluer dans un environnement de stabilité juridique et de saine concurrence. Pour ce faire, œuvrons ensemble et de manière étroite dans le cadre de la mise en œuvre de la convention qui lie désormais nos deux institutions afin de cultiver la conformité et la transparence clé de voûte pour réussir ce challenge. Je tiens à vous remercier vivement au nom de la DGI pour l'organisation de cette rencontre. Mes collègues ici présents se tiennent à votre disposition pour des éclaircissements complémentaires éventuels. Je vous remercie.